Le projet de déstabilisation de l'Iran est dans les cartons depuis très longtemps, hein. Maintenant, on a profité en fait du dossier relatif au nucléaire iranien pour attaquer, mais ça, ce n'est qu'un prétexte. Les Israéliens ont profité de la chute de Bachar al-Assad pour détruire tout ce que la Syrie avait d'armes. Il ne faut pas oublier que les Israéliens ont réussi, grâce à la propagande occidentale et aux techniques de guerre psychologique, à faire croire à toute la région, au monde entier, qu'ils étaient tellement puissants que personne dans la région pouvait rivaliser. Donc ça permettait aussi de tenir en respect les États arabes qui seraient tentés de refaire l'aventure des années 70. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur Investir au pays. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet brûlant, un sujet d'actualité, un sujet qui a un impact à ce jour, en tout cas, qui inquiète certains. Je veux parler du conflit aujourd'hui entre Israël, les États-Unis, mais aussi l'Iran. Je suis très heureux que Patrick Mbeko ait bien voulu accepter de nous apporter ses éclairages. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de te joindre à moi pour aborder ce sujet-là et répondre aux questions que l'on se pose probablement tous. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Patrick Mbeko, auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits en Afrique et analyste de questions géopolitiques. Très bien. En tant que analyste des questions géopolitiques, pourquoi est-ce que le conflit au Moyen-Orient t'intéresse particulièrement? Et en fait, je m'intéresse à tous les grands enjeux mondiaux, pas seulement le conflit au Moyen-Orient. J'ai écrit sur la région des Grands Lacs, j'ai écrit sur la guerre de l'OTAN en Libye. Je suis en train de travailler sur un autre livre sur justement les bouleversements géopolitiques mondiaux auxquels nous assistons aujourd'hui. Donc, c'est toutes les questions géopolitiques qui m'intéressent. Maintenant, il y a des zones qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres, comme la région des Grands Lacs, mais aussi aujourd'hui la situation au Moyen-Orient qui peut avoir des répercussions non négligeables sur le reste du monde. Très bien. Alors déjà, comment est-ce que tu définirais la nature du conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël? Est-ce que c'est une guerre militaire, économique ou idéologique? Mais je pense que c'est un peu tout ça, mais je ne crois pas que les États-Unis soient en guerre. Je crois qu'il y a un conflit armé entre Israël et l'Iran, un conflit dans lequel il y a du côté iranien, on assiste à une gradation dans la réaction militaire, alors que du côté israélien, on est allé un peu de manière très agressive en bombardant les sites iraniens, mais aussi en essayant de décapiter le pouvoir en place. Les États-Unis sont intervenus, bien entendu, il y a 2 jours, mais je ne parlerai pas d'entrer en guerre. Je parlerai d'une intervention ponctuelle sur laquelle je reviendrai plus en détail parce que de mon point de vue, beaucoup de gens se trompent sur cette intervention-là. Très bien. On va peut-être déjà parler un peu d'histoire parce que c'est toujours à l'aune de l'histoire qu'on comprend mieux les enjeux actuels. Quelle est l'origine du conflit entre l'Iran, les États-Unis et aujourd'hui Israël? Mais je pense qu'il faut remonter à la Sachant que révolution. ça a été des alliés, hein. Exactement. Mais il y a eu, l'Iran était l'allié des États-Unis et même de l'Iran à l'époque du Shah. Puis après, il y a eu la révolution islamique de 79 qui a porté au pouvoir les mollahs. Et depuis ce moment-là, Israël, c'était à la fin des années 70, depuis ce moment-là, Israël, les États-Unis et la République islamique d'Iran sont à couteau tiré. Et à partir au début des années 2000, on a commencé à beaucoup parler du programme nucléaire iranien qu'il faudrait stopper parce que ça représentait une menace pour la sécurité et même l'existence de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, c'est en prétextant vouloir stopper justement ce programme nucléaire-là qu'Israël est intervenu et a bombardé l'Iran. Et par la suite, les États-Unis sont venus en soutien à la stratégie de déstabilisation d'Israël. Alors, quel rôle ont joué les accords sur le nucléaire iranien dans la montée des tensions, sachant que justement, l'Iran nie depuis toujours être dans un processus d'enrichissement d'uranium pour aller vers l'arme nucléaire et qu'à plusieurs reprises, il y a eu, de la part de l'Iran en tout cas, une volonté manifeste de montrer patte blanche sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, récemment, il y avait un accord qui devait être trouvé entre les États-Unis et l'Iran sur son nucléaire. Et 2 jours avant, on a eu les premières frappes israéliennes sur Téhéran. Donc, est-ce que les accords nucléaires ne jouent pas un rôle fondamental dans la montée des tensions? Non, pas du tout. Je pense qu'Israël a juste voulu trouver un prétexte pour attaquer l'Iran. Le projet de déstabilisation de l'Iran est dans les cartons depuis très longtemps, hein. C'est depuis la révolution islamique de 79. Là, c'est pas nouveau. Maintenant, on a profité en fait du dossier relatif au nucléaire iranien pour attaquer, mais ça, ce n'est qu'un prétexte. Il faut rappeler que
Il est vrai que par le passé, l'Iran a eu à étudier la possibilité de posséder une arme nucléaire. Ça, c'était à la fin des années 80, après la guerre Iran-Irak, qui était d'ailleurs une guerre qui a été beaucoup soutenue par l'Occident, parce que les Occidentaux ont beaucoup soutenu l'Irak contre l'Iran. Et même l'attaque au gaz chimique contre les Iraniens, l'attaque irakienne contre l'Iran, à l'époque, avait été soutenue par les Occidentaux. Après, bon, on sait ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, on connaît la suite des événements par la suite. L'Iran a pensé justement à songer à développer l'arme nucléaire, mais par la suite, ils ont abandonné ce projet. Donc, l'Iran n'a jamais véritablement mis en branle une véritable politique d'armement nucléaire. Ça, on le sait. Et d'ailleurs, on a entendu dire dans les médias occidentaux que tous les services de renseignement occidentaux ont répété plus d'une fois que l'Iran n'a pas de projet d'armement nucléaire. Il a un projet nucléaire civil. Et ça, c'est autorisé par le droit international aussi. Et tout ça, c'est reconnu. Maintenant, il faut rappeler un point important, c'est que il y a eu des accords qui ont été signés en 2015 entre l'administration américaine de Barack Obama et l'Iran, justement sur le nucléaire. Et cet accord avait reçu l'assentiment du Conseil de sécurité de l'ONU, la bénédiction du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est Trump qui se retirait de ces accords-là quand il est devenu président, quand il a été mis sous pression par justement le même Benjamin Netanyahu et l'État d'Israël. Trump s'est retiré de cette entente qui avait été conclue avec l'Iran. Et donc, ce pays, l'Iran, a décidé de développer, d'enrichir davantage son uranium, tout en respectant quand même les, tout en respectant quand même l'accord que les Occidentaux avaient déchiré, que les États-Unis avaient déchiré, avec une complicité implicite des Occidentaux, des Européens notamment, qui n'ont rien fait pour parer au comportement des États-Unis. Et donc, Trump, se rendant compte qu'il avait sûrement fait une erreur en déchirant l'accord, a essayé de renégocier et de trouver un nouvel accord. Alors, tout a été court-circuité par Israël, qui ne veut pas voir les États-Unis conclure un accord sur le nucléaire avec l'Iran, mais qui veut déstabiliser ce pays parce que c'est le seul pays dans la région qui représente une véritable menace pour Israël, non pas sur le plan existentiel, mais sur le plan de l'équilibre des forces dans la région. Je ne... Est-ce qu'on peut considérer, parce que comme certains analystes le disent, que finalement, Israël n'est qu'un proxy dans cette guerre, ce sont les États-Unis en réalité qui veulent maintenir l'hégémonie sur la région au travers d'Israël. Mais c'est un peu plus complexe que ça, hein, parce que ici, on voit bien que c'est comme si c'était Israël qui, qui Benjamin Netanyahou, hein, l'État israélien, qui, d'une certaine manière, manipulait les États-Unis, parce qu'il y a un lobby pro-israélien très important aux États-Unis, l'AIPAC, qui joue un rôle très important en matière de politique étrangère aux États-Unis, au point que certains Américains disent que les États-Unis sont dirigés par l'AIPAC ou que c'est Israël qui dirige les États-Unis. Donc, ça vous donne une idée. Mais en réalité, en fait, c'est beaucoup plus complexe parce que Israël ne peut rien et n'est rien sans les États-Unis. Et donc, l'AIPAC, en fait, fait pression sur la Maison-Blanche et sur les élus américains pour les emmener à soutenir l'État d'Israël. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a aussi, d'un autre côté, une volonté américaine d'affaiblir l'Iran. C'est la raison pour laquelle ils ont des bases partout dans la région. Ils essaient d'encercler l'Iran aussi. Bon, il y a la question du pétrole dedans, mais il y a aussi une volonté d'affaiblir le régime iranien. Et donc, on peut dire que les Israéliens ont greffé leur projet aux velléités américaines, tout comme les Américains ont greffé leur projet aux velléités israéliennes. Alors, on a vu tour à tour s'il y a quand même quelque chose qui est paru comme étant manifeste, c'est la force des services secrets israéliens qui ont démontré pour le coup, parce que suite à l'attaque du 7 octobre 2023, tout le monde avait dit que les services secrets israéliens étaient finalement pas si compétents que ça. Ils auraient dû prévoir une telle attaque, même si par la suite, ça a été on dit que l'attaque était connue, mais elle avait été laissée délibérément pour assister à ce que l'on voit maintenant. Et par contre, en Iran, on se rend compte que les services secrets israéliens sont infiltrés à peu près partout, qu'ils peuvent mettre la main sur à peu près tout le monde. Ils sont même parvenus à avoir des drones sur le territoire iranien. Que penses-tu de cette présence des services secrets et de différentes cibles qu'ils ont pu atteindre aujourd'hui, que ce soit sur le plan religieux, politique et même scientifique? Est-ce que tout ça va vraiment affaiblir l'Iran ou alors, comme on le voit, quand on élimine un, le lendemain, il y a un autre qui prend le poste en étant même peut-être plus farouche que le précédent? Bon, d'abord, il faut reconnaître que le Mossad est très performant, le service de renseignement israélien.
Le Mossad est vraiment très performant sur ce point. On l'a bien vu, on a pu observer des failles structurelles importantes au niveau de l'Iran. Ceci dit, est-ce que ces attaques ont affaibli l'Iran? Je vous dirais non. Ça a porté un coup dur euh, à l'Iran, au pays d'une certaine manière, mais affaiblir ce pays, non. Je dois rappeler un détail important que beaucoup d'analystes, notamment en Occident, semblent ignorer. C'est que l'Iran se prépare à la guerre depuis près de 40 ans. C'est-à-dire, et l'Iran ne se prépare pas à la guerre contre Israël, mais contre le grand frère américain, donc contre les États-Unis. Parce que les Iraniens ne considèrent pas Israël comme une puissance pouvant rivaliser ou tenir tête à l'Iran. À tort ou à raison, peut-être, je ne sais pas, mais c'est dans le mindset des dirigeants iraniens. C'est très important de le comprendre. Donc, ces attaques sont peut-être une surprise dans la mesure où il y avait des négociations qui étaient sur le point d'aboutir. Mais si on regarde ça avec beaucoup de distance, ce n'est pas véritablement une surprise dans la mesure où l'Iran est conscient qu'un jour, tôt ou tard, on va l'attaquer. Donc, les Iraniens se préparent à la guerre depuis près de 40 ans, depuis plus de 40 ans. Et ça, c'est très important, il est essentiel de le savoir. Maintenant, quand on analyse bien la stratégie israélienne, l'attaque a été menée à d'une semaine, on voit bien que cette attaque n'avait pas pour objectif d'affaiblir le, le programme nucléaire iranien ou de détruire les bases où sont produits de l'uranium en Iran. Le principal objectif de l'Iran, de mon point de vue, était de court-circuiter le pouvoir iranien, de le décapiter. C'est la raison pour laquelle on a pu observer dans les premières heures de l'attaque israélienne beaucoup d'assassinats des responsables militaires et des scientifiques. Et je crois aussi que l'ayatollah Khomeini devait être assassiné ce jour-là. Et c'est parce que cet assassinat n'a pas réussi, c'est parce que certains assassinats n'ont pas réussi, que on a publicisé le fait qu'Israël voulait tuer, mais que les États-Unis avaient dit non. Je pense qu'il y avait une volonté de tuer parce que entre détruire le programme nucléaire et garder le pouvoir en place. Or, si vous détruisez le programme nucléaire, mais vous gardez les mêmes personnes qui l'ont mis en place, vous les laissez en vie, ils pourront refaire la même chose. Par contre, si vous les décapitez, vous pourriez mettre à mal le programme nucléaire. Vous comprenez la logique? Et Très donc, de bien. mon point de vue, le premier objectif, c'était de décapiter le pouvoir iranien. Et ça n'a pas réussi. Et c'est la raison. Et le bombardement des sites nucléaires faisait partie de la stratégie, mais pour moi, il y avait un peu de diversion là-dedans parce que les États-Unis, justement, sont intervenus pour bombarder les sites que les Israéliens avaient déjà bombardés en utilisant des soi-disant bombes perforantes qui n'ont pas véritablement eu un impact sur les sites nucléaires en question. Alors, on a quand même une guerre un peu spéciale avec les Israéliens qui, comme on vient de le dire, et le Mossad sont très très forts avec leurs services secrets. Mais de l'autre côté, on a l'Iran quand même qui était parvenu à encercler un peu Israël avec ses proxys, le Hezbollah et autres. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'Israël est parvenu à affaiblir sérieusement, si ce n'est décapiter ces différents proxys-là. Oui, ça c'est un fait. D'ailleurs, on a vu que depuis le début de l'attaque israélienne, il n'y a pas eu véritablement de réaction du côté du Hezbollah. Le Hamas est aussi affaibli dans la bande de Gaza et on a la Syrie qui a été qui est totalement désarticulée. Ça aussi, c'est un élément important à garder à l'esprit. Les Israéliens ont profité de la chute de Bachar al-Assad pour détruire tout ce que la Syrie avait d'armes qui est resté, qui pouvait être utilisé par la suite contre eux, surtout dans leur tête. Donc, ils ont affaibli complètement la Syrie, qui a un dirigeant qui se montre très bienveillant à l'égard de l'Occident, l'ancien djihadiste. Le Hezbollah est hors jeu actuellement, en tout cas pour le moment, et le Hamas est pris. Les seuls qui ont une capacité de nuisance non négligeable, ce sont les Houthis, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont quand même des missiles hypersoniques. Et ils arrivent à toucher des navires occidentaux au point de constituer une véritable menace. Et on sait aujourd'hui que les Américains avaient ouvert des discussions secrètes avec les Houthis. Donc ça vous donne une idée de la capacité de nuisance de l'Iran. Cette capacité a été amoindrie par l'affaiblissement du Hezbollah et de toutes les forces que j'ai citées, mais l'Iran reste une puissance quand même non négligeable dans la région et on le voit à travers cette guerre de missiles parce qu'en réalité, les opérations des services secrets ne peuvent pas modifier le rapport de force véritablement. Elles permettent de toucher des points sensibles, des points critiques, mais pas de déstabiliser tout un pouvoir ou de toucher à fond le programme nucléaire. Mais par contre, ce qu'on a pu aussi observer avec cette guerre, c'est la capacité de l'Iran à briser
le système de défense israélien qui est fabriqué par les Américains parce qu'on l'oublie et qu'on a présenté comme un système infaillible. Et là, on se rend compte que l'Iran a totalement percé. Et vous aurez d'ailleurs remarqué une chose, hein, Philippe, depuis quelque temps, on ne parle plus du dôme de fer ou du système Arrow. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, Et je dois aussi rappeler un détail important que beaucoup de gens semblent ignorer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la carte de l'Iran, la carte géographique de l'Iran. Ce pays est imprenable. oui, Si il est on immense. demande, il est immense et il est imprenable. L'Iran, c'est plus un million de kilomètres carrés. Israël, c'est la moitié du nord Kivu. C'est près de 22 000 kilomètres carrés. Israël, c'est comme le Rwanda. C'est un très petit pays. Bon, imaginez si les Iraniens décidaient de se déchaîner sur Tel Aviv et Jérusalem, le pays va disparaître. Et là, aujourd'hui, on comprend mieux la posture des États-Unis dans cette guerre, qui est de tout faire, en fait, pour que la guerre prenne fin. Et on comprend mieux aussi la posture d'Israël, qui semble vouloir trouver une porte de sortie pour mettre fin à tout ça, parce que son projet initial a échoué et l'Iran a montré, a prouvé plus d'une fois qu'il était capable d'atteindre le cœur du pouvoir israélien, puisque le QG du Mossad, du ministère de la Défense, la bourse israélienne, tout ça a été touché, hein, complètement détruit par les Iraniens. Alors, Or, ce sont des zones on a très peu d'images qui fuitent. si il y a des images. Non, mais parce que ça a été révélé par le Washington Post. Israël a demandé à ce qu'aucune image des bombardements iraniens, surtout quand ça touche des points sensibles, les points critiques, ne soit diffusée. On arrête les gens d'Israël à cause de ça. Et ça, c'est le Wall Street Journal et le Washington Post qui l'ont révélé. Et donc, c'est une guerre. Il ne faut pas oublier que dans une guerre, la première stratégie de la guerre, c'est la guerre psychologique, c'est la guerre de l'information. Et la première victime d'une guerre, c'est la vérité Tout à fait. comme on dit souvent. Et donc, les Israéliens, il ne faut pas oublier que les Israéliens ont réussi, grâce à la propagande occidentale et aux techniques de guerre psychologique, à faire croire à toute la région, au monde entier, qu'ils étaient tellement puissants que personne dans la région pouvait rivaliser. Donc, ça permettait aussi de tenir en respect les États arabes qui seraient tentés de refaire l'aventure, pardon, des années 70. Et donc, en adoptant la posture, là, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Iran, parce que selon beaucoup d'observateurs, l'Iran n'a même pas encore utilisé ses missiles les plus récents. Oui, parce que Les missiles récents, pardon. en termes de stratégie militaire, j'ai entendu dire, et tu confirmeras peut-être que, en fait, l'Iran a commencé, et c'est là où peut-être que ce que tu dis est fondé, c'est que l'Iran a été certainement surpris par les attaques le premier jour, mais très rapidement, ils ont mis en branle une stratégie qui, je pense, a été étudiée depuis très longtemps et qui est suivie à peu près minutieusement. Ils ne cèdent pas à la panique, même avec la nouvelle attaque. Ils ne se sont pas précipités, ils ont monté d'un cran et il est dit que les Iraniens ont 15 types de missiles et que jusqu'à présent, en tout cas, ils n'en ont utilisé que 5 et que le meilleur reste à venir. Ils n'ont pas encore, bon, après, c'est bien évidemment la guerre, mais ils disent qu'ils n'ont pas encore utilisé. Ils ne sont pas encore, enfin, en gros, ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore mis toute leur puissance dans ces combats-là et que ils peuvent faire beaucoup, beaucoup plus mal que ce qu'on est en train de voir maintenant. Et avec des réserves apparemment de missiles que personne ne connaît. On parle de 10 000, pour d'autres 20 000. Euh, Philippe, ces gens-là se préparent à la guerre depuis près de 40 ans. Pas contre Israël, contre les États-Unis. Vous comprenez le logiciel mental des dirigeants iraniens. Quand vous vous préparez à la guerre contre une puissance comme les États-Unis, vous prenez des dispositions, vous mettez en place des armes qui sont capables de faire mal aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on semble oublier que l'Iran, c'est quand même le foyer de la civilisation perse. C'est une civilisation millénaire. oui. Israël est né hier, là, en 1948. Même si certains nous parlent de la Bible, de ce genre de stupidité, Israël est né hier. Donc, ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre le logiciel mental ou psychologique de certains États. C'est un peu comme la Chine. Un stratège chinois pendant, c'est une parenthèse que je fais, pendant, quand Donald Trump a lancé la guerre commerciale contre la Chine de manière agressive avec ses 120, 125%, 145% de tarifs, un stratège chinois a dit, ça fait 5000 ans que nous sommes là, nous avons traversé des crises et nous allons traverser celle-là. Autrement dit, ces gens n'ont pas le même rapport au temps et aux choses de la vie que les Israéliens, les Occidentaux. Et donc, quand les Iraniens regardent les Israéliens, ils ont leur propre stratégie, ils ont leur propre timing. C'est pour ça que quand on a bombardé, ils ont été surpris parce qu'ils étaient sur le point de conclure un deal avec les États-Unis. Ils ont été surpris par rapport à ça.
Ils ne pouvaient pas penser qu'Israël pouvait aller aussi loin, pourrait aller aussi loin. Maintenant, ceci dit, ils ont vite, ils sont plus repris, ils ont repris les esprits, ils ont décidé d'agir. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'Iran était véritablement préparé. Et au départ, tu avais parlé de l'assassinat des gens. Vous pensez que si on assassine aujourd'hui Donald Trump, les États-Unis vont cesser de fonctionner? Non. Même si vous assassinez plusieurs ministres américains et Donald Trump, le pays va continuer à fonctionner. Autrement dit, les Iraniens peuvent faire la même chose, surtout que eux, faut-il le rappeler, n'ont pas le même rapport à la mort que les Occidentaux, par exemple, ou même que les Africains. Tuer un leader, un général iranien, aujourd'hui, à la minute qui suit, il est remplacé par un autre. Vous tuez celui-là, un autre arrive. Ce sont des sociétés qui sont très structurées. Et puis, il faut garder à l'esprit que ces gens-là, ils vont mener une guerre sur le plan militaire et physique, mais ils ont une dimension spirituelle. Leur rapport à la guerre est très différent. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte pour comprendre le comportement des Iraniens dans cette affaire. Et je pense que c'est ça l'erreur de beaucoup d'analystes et de stratèges occidentaux qui se limitent à voir les effets d'annonce ou bien les bombardements. Oui, ils ont bombardé, ils ont fait ceci, on utilise la propagande de guerre, les techniques de guerre psychologique, mais qui ne résistent pas à l'analyse serrée de la réalité du terrain. Parce que là, on voit bien qu'Israël est perdu. Je peux vous donner un autre exemple, l'Afghanistan. Lorsque les Américains sont arrivés avec les membres de l'OTAN en 2001, les gens disaient oui, les Américains vont occuper l'Afghanistan, mais les talibans avaient un autre rapport à la guerre que les Américains. Ils ont pris leur temps. Qui a fui au final? Ce sont les Américains avec leurs avions, leurs ceci, cela. La première armée du monde a détalé devant des messieurs barbus en sandales. Et les historiens, les spécialistes vont vous dire que l'Afghanistan a toujours été considéré comme le cimetière des empires. Tous ceux qui sont allés s'aventurer là-bas se sont cassés les dents. L'Empire britannique, parce qu'il n'y a pas que les Américains, il y a eu l'Empire britannique avant, il y a eu les Russes, puis les Américains et l'OTAN. Ça vous donne une idée. Et donc, c'est pareil, quand vous analysez la question iranienne, il faut faire très attention. L'Iran, il est vrai, a été surpris par la réaction des États-Unis et d'Israël, mais aujourd'hui, ils se sont ressaisis, ils ont montré qu'ils avaient la capacité d'infliger des dommages importants à l'État d'Israël. Justement, en ce qui concerne les dommages, on nous dit chaque jour que quand les médias occidentaux présentent les chiffres, on a l'impression qu'il n'y a que des Iraniens qui meurent. Chaque fois que l'Iran bombarde Israël, on nous parle de blessés légers. Est-ce que tu penses que là aussi, il y a des mensonges sur les victimes réelles en Israël? Ce sont des techniques de guerre psychologique. C'est tout. Tu sais, au début, quand l'Iran a riposté, on nous a dit que le dôme de fer avait stoppé près de 99% des missiles. Ça pouvait être vrai parce que les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ? Ils ont largué des drones qui ont saturé l'espace aérien israélien, qui ont fait travailler le dôme de fer, puis après, ils utilisaient des anciens missiles qui ont Oui, quand même transpercé le dôme de fer. C'est une stratégie qu'ils ont utilisée. Mais par la suite, on a caché l'information selon laquelle le QG de plusieurs institutions militaires israéliennes avait été touché. On a caché cette information parce que ça fait partie de la guerre psychologique, ça fait partie de la guerre de l'information qui précède, elle, les opérations militaires, qui précède ou accompagne les opérations militaires. Donc il faut garder cela à l'esprit. Et aujourd'hui, vous allez même remarquer dans la propagande occidentale, les seuls moments où on vous montre les victimes israéliennes, c'est quand ce sont des civils. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le cas de l'hôpital qui a été oui, bombardé, je crois, à Tel Aviv, je crois, on vous a montré l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a un message derrière cette couverture médiatique. C'est qu'il faut montrer que les Israéliens, eux, attaquent les sites militaires, même si cela fait des victimes civiles, et que les Iraniens attaquent seulement des civils, donc c'est des barbares. C'est un pays dirigé par des voyous. C'est ça le message derrière. bien Et il sûr. faut apprendre à décrypter ça. Or, on sait bien que les Israéliens tuent les civils. On l'a vu même sur les réseaux sociaux, certains dirigeants israéliens s'en vantaient avant de retirer leurs tweets. Alors que quand vous regardez, vous analysez la stratégie iranienne, c'est vraiment de toucher les sites militaires. Et même quand on vous montre le cas de l'hôpital qui a été touché, moi j'ai suivi l'ambassadeur de l'Iran en France qui a expliqué carte à l'appui que derrière l'hôpital, Tout à fait. il y avait des bâtiments de l'armée et des services de renseignement. Ce n'est pas pour justifier les morts civiles, mais c'est pour faire, il faut faire preuve d'un minimum de rigueur et d'honnêteté dans cette histoire. Or, dans une guerre,
Il est rare que les gens fassent preuve d'honnêteté, à commencer par les médias occidentaux qui ont pris fait et cause pour l'État d'Israël. Alors, on fera d'autres émissions parce que le sujet est très vaste. On fera une série d'émissions pour aborder tous les aspects. Mais je ne saurais te laisser partir sans te poser la question sur les alliés de l'Iran. Maintenant que les États-Unis sont dans le conflit, ils sont peut-être pas en guerre, mais ils sont entrés dans le conflit. Est-ce qu'on peut craindre que la Russie s'en mêle, sachant que Donald Trump est quand même assez proche, il a de bons rapports avec Trump et avec Netanyahu? Est-ce que s'il ne s'implique pas directement, est-ce qu'il peut quand même soutenir l'Iran? Si oui, de quelle manière? Et puis surtout, on a l'allié nord-coréen qui, lui, par contre, a euh, une alliance je crois que c'est alors je ne connais plus le nom technique, mais en cas d'attaque de l'Iran, Ah, vous allez dire les accords de défense. les accords de défense, c'est ça, merci. Il y a des accords de défense entre les deux qui font que, en cas d'attaque de l'un des deux pays, l'autre va lui venir en aide. Donc, est-ce que et les Nord-Coréens, sans le sait, ils ont l'arme nucléaire? C'est un peu stupide de penser qu'en bombardant simplement des sites, on peut empêcher à l'Iran d'avoir accès à l'arme nucléaire, alors qu'ils ont des missiles et qu'ils peuvent mettre des têtes nucléaires sur ces missiles-là. Lesquelles têtes nucléaires peuvent leur être données par le Pakistan, de qui ils sont proches, ou même de la Corée du Nord, ce qui démontre un peu un peu la subtilité enfin, j'ai un autre aspect que je voulais qu'on aborde, mais ce sera dans une prochaine vidéo. On ne parle pas de ça, mais les Israéliens sont, enfin, pas les Israéliens, les Iraniens sont très, très puissants en termes intellectuels. Les Iraniens possèdent de très, très, très puissants cerveaux. Apparemment, ils ont un équivalent du MIT chez eux, qui forme une élite scientifique extrêmement redoutable. Et il se dit d'ailleurs que ce qui empêche aujourd'hui à l'Iran de faire boom, ce sont toutes les sanctions qui pèsent sur eux, mais qu'une fois que ces sanctions sont levées, de manière incontestable, l'Iran sera de très loin le leader économique de toute la région, parce qu'apparemment, il y a en Iran énormément de personnes très, très instruites, d'où le fait que même quand on s'attaque à des scientifiques, l'Iran parvient lui-même à fabriquer ses missiles. Récemment, Poutine a dit que l'Iran n'a demandé aucune aide à personne pour pouvoir faire ce conflit parce qu'ils savent que c'est leur propre guerre et ils peuvent la mener tout seuls. Donc, il y a beaucoup de choses à dire derrière ça, mais pour sortir, l'Iran, la Chine, le Pakistan la Corée du Nord, rapidement, un petit topo sur chacun des quatre, mais on reviendra pour approfondir. Mais ce que je crois, il faut analyser de manière globale. Même s'il n'existe pas d'accord de défense entre l'Iran et la plupart des pays que tu as cités, une chose est certaine, c'est que si les États-Unis s'impliquent de manière conséquente, les autres pays ne resteront pas le bras croisé. Ça, c'est sûr et certain. Et la Chine a fait savoir qu'elle soutenait l'Iran et que l'Iran avait le droit de se défendre. La fameuse rengaine qu'utilisent souvent les dirigeants occidentaux. La Russie soutient l'Iran. Tous les pays que que tu as cités soutiennent l'Iran. Et c'est sûr que si les États-Unis s'impliquent, je dis bien de manière conséquente. Pour l'instant, on préfère observer. Et l'Iran, quand on lui a proposé de l'aide, l'Iran a dit non, non, je suis capable de faire tout seul. Parce que l'Iran a bien compris qu'Israël ne peut pas tenir longtemps. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand au début, j'ai dit que les États-Unis n'étaient pas directement impliqués, c'est parce que les États-Unis, en fait, cherchent une porte de sortie. Le bombardement qui a eu lieu samedi, de mon point de vue, c'est pour trouver une porte de sortie à tout le monde, en fait. Parce que les Américains, Donald Trump n'a pas envie de s'enliser au Moyen-Orient, il veut se concentrer sur la Chine. Israël s'est enlisé, il se rend compte que sa stratégie de déstabilisation n'a pas marché, qu'il se fait, et que le pays est devenu tellement vulnérable aux missiles iraniens que des milliers d'Israéliens sont en train veulent quitter le pays. Et donc, pour les dirigeants politiques israéliens, il faut trouver une porte de sortie. Et d'ailleurs, avant de commencer l'émission, j'ai même appris, selon le Wall Street Journal, que les Israéliens étaient en train de négocier en secret pour que la guerre prenne fin. Et les Américains ont transmis le message aux autres États arabes pour le faire savoir à l'Iran, qui a dit qu'elle allait réfléchir parce qu'ils doivent quand même répondre à l'attaque américaine. Alors, si vous analysez cette attaque, vous allez vous apercevoir que cette attaque a ciblé les mêmes sites qu'Israël avait déjà ciblés, Oui. premièrement. Deuxièmement, on sait que ces attaques n'ont pas déstabilisé le programme nucléaire iranien. Je dois rappeler que certains sites sont enfouis à près de 100 mètres sous terre. Donc, il n'y a pas de bombe potentielle. Aucune bombe ne peut les atteindre. Aucune. Donc, là, on fait de la propagande sur les Dans B2, je un ne sais pas béton quoi. d'ailleurs, parce qu'on parle des baies Ouais, qui vont à 60 mètres, mais avec le béton c'est que les Iraniens impossible. ont utilisé, on ne peut aller qu'à 2 mètres. Exactement. Ça, c'est l'autre chose. Donc tout ce Et qui a il été faut atteint, aussi. apparemment, c'est du nucléaire civil qui est au-dessus. Oui, mais pourquoi? Parce que les États-Unis, Donald Trump tout particulièrement, a été mis sous pression par le lobby pro-israélien qui est à Washington.
Mais au point Et de donc, se mettre à dos son propre parti, il n'y a que 40% des oui, mais républicains qui veulent cette guerre. le problème aujourd'hui du lobby pro-israélien, c'est ça. Il est tellement puissant, l'AIPAC est tellement puissant que des dirigeants américains font aujourd'hui allégeance à cette structure au nom d'Israël. Excuse-moi, Philippe, j'ai un livre ici. C'est ce livre-là. C'est ce livre. Le lobby pro-israélien et la politique étrangère des États-Unis. C'est écrit par Marsheimer et Waltz, deux grands spécialistes de la politique internationale. Ils expliquent comment le lobby pro-israélien tient les États-Unis. Et c'est important de comprendre ça parce que le même lobby, on le retrouve aussi en France. Et regardez tous les pays où il y a le lobby pro-israélien, un lobby pro-israélien puissant, vous avez des dirigeants qui sont totalement alignés sur les politiques d'Israël et qui répètent la fameuse phrase Israël a le droit de se défendre. Alors, pour Donald Trump, c'était devenu tellement pesant qu'il fallait faire quelque chose. Il vous souviendra qu'il avait dit qu'il allait réagir dans 2 semaines, mais il a surpris tout le monde et il a bombardé l'Iran le lendemain, ou 2 jours plus tard. Tout simplement parce qu'il fallait trouver une façon de calmer les ardeurs du lobby, de mon point de vue. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a bombardé l'Iran. Et je crois qu'ils ont même sûrement averti les Russes, voire même secrètement les Iraniens. Ou en tout cas, ils se sont arrangés pour que les Iraniens soient au courant. Et on sait aujourd'hui que l'Iran avait fait déplacer certains de ses centrifugeuses 2 jours avant le bombardement américain. Donc, de mon point de vue, ce bombardement, c'est, c'est un bombardement, entre guillemets, symbolique. C'est très grave, hein, au regard du droit international. Mais ça participe à ce que moi je pourrais appeler une partie de poker mentor géopolitique à trois, avec les États-Unis, la Russie et dans une certaine mesure l'Iran. Et vous verrez, dans les jours qui viennent, on va trouver des subterfuges pour annoncer que la guerre est finie. On va expliquer au monde entier, les Israéliens et les Américains vont expliquer qu'on a réussi à affaiblir le programme nucléaire iranien et par conséquent, on met fin à la guerre. Ce sera la porte de sortie qu'Israël va trouver avec les États-Unis pour mettre fin à cette guerre qui commence à coûter de plus en plus cher à l'État d'Israël. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir pris le temps de venir analyser ces éléments avec nous. On se reparlera très prochainement pour approfondir certains de ces aspects, parce qu'en fait, c'est un conflit qui date de très loin. Et je pense qu'en Afrique, on n'est pas très au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ça peut être intéressant de revenir sur l'Iran pour comprendre un tout petit peu, un peu plus en détail, en tout cas, d'où viennent l'opposition aujourd'hui, comment hier l'Iran et les États-Unis qui étaient des alliés, on n'a même pas abordé le fameux épisode des étudiants et de l'ambassade américaine qui a été un gros, et des avions américains qui étaient allés s'enliser dans le désert. Donc il y a plein d'éléments, plein d'épisodes qu'on n'a pas pu, enfin, qui mériteraient en tout cas d'être davantage expliqués aux uns et aux autres, afin de mieux comprendre aujourd'hui le conflit qu'on est en train de voir sous nos yeux. Et bien évidemment, on parlera aussi des répercussions vis-à-vis de l'Afrique, qui est très absente et qui démontre bien son inexistence géopolitique d'un conflit comme celui-là. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci de m'avoir invité. D'ailleurs, je crois vraiment que, non, je crois que les Africains s'intéressent beaucoup à la question. J'ai vu beaucoup de commentaires. Le problème, c'est qu'on s'intéresse à ce genre de questions sensibles de manière très superficielle et parfois aussi militante. Moi, je crois qu'il faut avoir une distance par rapport à tout ça. Et vous regardez en fonction de tout ce qui se passe, positionner le continent africain sur cet échiquier en fonction des intérêts de l'Afrique. C'est ça que nous devons promouvoir, c'est cela que nous devons faire. Il ne sert à rien de dire qu'on est pro-iranien contre Israël ou pro-israélien contre l'Iran, alors que c'est un conflit qui ne nous concerne pas. En revanche, on peut tirer des enseignements de ce qui se passe pour se positionner véritablement sur l'échiquier mondial. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Patrick, et on se reparle très prochainement. Les amis, on arrive au terme de notre émission sur le conflit aujourd'hui entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Dans le commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé. Quels axes vous voulez que je puisse aborder les prochaines fois avec Patrick? C'est très important afin que l'on puisse répondre à la majorité des questions que les uns et les autres se posent. Très bonne journée à tous et à très bientôt.